Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 1er mars et jusqu'au 3 mars, Dakar accueille le premier congrès régional sur les données de la mortalité routière. 23 pays d'Afrique prennent part à cette rencontre dont l'objectif est d'arriver à une maîtrise des données relatives à la mortalité routière. Compte rendu de cette première journée d'échange à suivre. Mardi 21 février 2023, lors d'une mission de ravitaillement, un véhicule du contingent sénégalais déployé au sein de la MINUSMA a heurté une mine artisanale. 3 soldats y ont perdu la vie. Ce matin, un dernier hommage a été rendu à ces Djambar tombés, les armes à la main. Le ministre des Forces armées les a décorés à titre posthume. Et comme tous les mercredis, la rédaction vous propose la rubrique découverte, le Fenkendo, une pratique culturelle ancienne du Folado organisée la veille de la sortie d'isolement des initiés, circoncis et symbolisant leur guérison. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Mais d'abord, le Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou, l'enveloppe de 400 milliards de francs CFA destinée au plan triennal d'investissement de Sédhiou va servir principalement à éradiquer les abris provisoires, à l'intensification de l'électrification rurale, à la réalisation de pistes de production. L'objectif, selon le Premier ministre Amadouba, est de permettre à Sédhiou de rattraper son retard. Je vous propose de l'écouter au micro d'Assanba. Permettre au président de demander au gouvernement de mettre en œuvre un nouveau programme qui cette fois-ci est fixé à 400 milliards. Le président veut accélérer réellement le développement de cette belle région de Sédhiou. Ces 400 milliards devront permettre d'éradiquer totalement les abris provisoires. Il faut rappeler aujourd'hui que ces abris provisoires ont été réduits de moitié. En 2015, il y avait 1198 abris provisoires. En 2022, il en reste encore 673. Les 400 milliards devront permettre de régler essentiellement la question de l'électrification rurale. L'amélioration de la mobilité, cette fois, ce sont les pistes de production qui vont être, surtout dans les départements de Bunkiling et de Goudomp, où effectivement il y a des efforts encore à faire, nonobstant ce qui a été fait. C'est le programme d'assainissement, le programme d'électrification et un programme hydraulique qui permettront à cette région de rattraper définitivement son retard, et ceci dans un délai qui n'excédera pas les 3 années à venir. Je vous le disais dans les titres, à partir de ce mercredi 1er jusqu'au 3 mars, Dakar accueille le premier congrès régional sur les données de la mortalité routière. Des experts venus de 23 pays vont échanger sur la maîtrise des données relatives à la sécurité routière. Et selon les congressistes, la maîtrise de ces données peut être une solution contre l'insécurité routière. Khadija Ndar Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Des experts venus de différents pays d'Afrique ont assisté au premier congrès sur les données de la mortalité routière. Le but de ce congrès est de discuter des moyens de réduire le taux de mortalité routière. L'importance de ce congrès, on l'a dit, c'est pour harmoniser les pratiques de collecte et de gestion des systèmes d'information liés à l'accidentologie et plus particulièrement des données donc, de mortalité routière. Et à chaque publication, c'est des contestations pays, et donc parce qu'il y a des écarts très importants entre ce que l'OMS publie et ce que donc les pays donnent comme statistiques officielles. Cela interpelle toute la communauté internationale sur l'harmonisation, la fiabilisation et même donc avoir un système donc, intégré et qui va permettre cette comparabilité internationale
C'est ce qui permet effectivement d'avoir des politiques communes, des feuilles de route communes pour ensemble donc, atteindre les objectifs fixés par la nouvelle décennie 2021-2030, c'est-à-dire réduire de moitié les blessés graves et les décès sur nos routes. Ce congrès était aussi l'occasion d'échanger sur les statistiques. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement s'est prononcé à ce sujet. En matière d'insécurité routière, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas agir et impacter si vous ne maîtrisez pas les données statistiques. Les données statistiques sont relatives au nombre d'accidents, aux lieux et aux raisons, à la causalité de l'accidentologie. C'est pourquoi cette réunion, qui encore une fois regroupe l'essentiel des sommités techniques, universitaires, au niveau de la sécurité routière, ça nous réconforte déjà de réunir les Africains autour de ces questions, mais ça nous permet aussi d'envisager avec sérénité l'avenir. Au niveau de la Banque mondiale, un dispositif est mis en place pour apporter des améliorations. Au niveau de la Banque mondiale, nous avons un dispositif qui nous permet d'accompagner à la fois les investissements qui améliorent la sécurité routière, mais également la capacité, le renforcement des capacités en matière d'éducation et de promotion de la sécurité routière. Venus de 23 pays d'Afrique, ces experts espèrent sortir de ce congrès avec une feuille de route claire. Et ce 1er mars également, la baisse des prix du loyer devrait être effective. Le décret n'a pas encore été publié et du côté des locataires, on n'est pas très optimiste par rapport à cette mesure. Se rencontrer par notre reporter, par exemple, en plus de craindre des tensions avec les bailleurs, redoutent que les mêmes problèmes qui s'étaient posés avec la loi de 2014 ressurgissent. Voyons le reportage d'Ami Diouf et Seleman Diallo. La circulation est dense dans les rues de la Médina. Ici, la plupart des appartements, magasins et cantines sont occupés par des locataires. Beaucoup d'entre eux attendent impatiemment le réajustement des prix du loyer. C'est le cas de ce cordonnier qui habite dans la localité. Cette décision est prise pour aider les nécessiteux parce que nous traversons vraiment des moments très difficiles. Le coût de la vie reste élevé. À côté de lui, un autre locataire, le sexagénaire, prône un dialogue franc entre les bailleurs et l'État du Sénégal, seul moyen d'éviter les tensions probables entre les deux parties. Construire une maison demande beaucoup d'argent, donc ce sera difficile pour les bailleurs de se soumettre à la décision. C'est pourquoi l'État et les bailleurs doivent partir sur de bonnes bases pour éviter les problèmes. Cette ménagère ne cache pas sa colère entre les bailleurs qu'elle qualifie de véreux. Elle pense qu'ils vont camper sur leur position. Si le bailleur décide de vous faire sortir de sa maison, il utilise tous les moyens pour pouvoir la donner à quelqu'un d'autre, afin de gagner beaucoup plus d'argent. Ils préfèrent même louer leur maison à des étrangers qu'à des Sénégalais. Dans sa boutique, le cordonnier Hadimbo guette la clientèle. Interpellé sur le sujet, il demande plus de rigueur à la commission de suivi. Il faut que chaque partie respecte sa parole. L'État prend des décisions, mais c'est toujours sans suite. Et cette fois-ci, j'espère vraiment que la Commission va suivre les mesures avec rigueur, quitte à prendre des sanctions. Un décret de plus pour diminuer les prix du loyer. Entre crainte et doute, les locataires attendent impatiemment son entrée en vigueur. Mardi dernier, au retour d'une mission de ravitaillement en véhicule du contingent sénégalais déployé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a heurté un engin explosif improvisé. 3 soldats y ont laissé leur vie une semaine après ce drame. Parents, amis et frères d'armes ont rendu un dernier hommage à ces Diambar tombés dans le champ d'honneur. L'hommage funèbre s'est tenu ce matin en présence de Mame Seynabou Babou. En tapis rouge, des soldats au garde à vous, la fanfare funèbre accueille les cercueils des 3 militaires décédés au Mali, aux côtés des proches et familles. Des soldats partis tout en restant fidèles à leur devise. Ils ont bravé menaces et dangers
pour protéger personnes et biens ou sauver des vies en péril. Ils sont surtout toujours restés fidèles à leur noble et belle devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Le risque est inhérent à la vie du soldat. Les 3 militaires sont tombés les armes à la main. Les propos du ministre des Forces armées en guise de reconnaissance aux morts. Ces jeunes soldats partis à la fleur de l'âge dans l'accomplissement de leur mission. L'État a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et aussi de façon durable, indépendamment de ce qui est prévu par les Nations Unies. La nation leur sera éternellement reconnaissante. Maître Sidiki Kaba n'a pas manqué de revenir sur la présence de nos soldats au sol malien. Nous sommes présents au Mali pour apporter notre contribution au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays et pour ce peuple frère auquel tout nous lie. L'histoire, la géographie, la culture, tout. Ces 3 militaires partis dans le cadre de la mission pour le retour de la paix au Mali sont tous décrits comme des soldats engagés, disciplinés. Ils ont fidèlement respecté leur devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Tout autre chose, les habitants de la cité Apix, c'est à Tivavone-Peul, ont investi la rue ce matin pour dénoncer le morcellement et la vente des espaces verts de la cité. Les habitants de cette cité réclament en plus de cela leur titre de propriété 12 ans après l'attribution du site. Babacar Sek pour plus de détails. Les résidents de la cité Apix de la zone de recasement de Tivavone-Peul s'inquiètent du morcellement et de la vente des espaces d'utilité publique. Des baux sont délivrés à des tiers qui ne sont ni de près ni de loin liés à ce projet de recasement. En effet, si ce site désaffecté du domaine national, titré foncièrement sous le numéro 6043R, est transféré à l'Agence pour la promotion des investissements et grands travaux Apix, qui est la seule habilité à attribuer des parcelles aux déplacés impactés des grands projets de l'État, des gens se permettent d'y installer un promoteur immobilier qui y délivre des actes avec la complicité de certaines autorités et autres agents des impôts et domaines. Les attributaires de la cité Apix attendent depuis 12 ans leur titre de propriété. Depuis 12 ans, nous courons derrière l'État du Sénégal pour l'obtention de nos titres de propriété, qui, comme stipulé dans le projet et approuvé par les différents partenaires, à savoir la Banque mondiale et l'État du Sénégal, doit être à la charge de l'État du Sénégal. Mais depuis 12 ans, nous attendons. Nous attendons, des fois on nous demande de payer, alors que là, sur le projet, tout a été pris en charge par l'État. Interpellée par la députée Echotouri, résidente de la cité, aucune réponse n'a été donnée par l'État. Et nous avons été désagréablement surprises, et particulièrement moi qui avais interpellé le ministre à cette époque, et 4 mois maintenant, nous n'avons pas reçu de réponse de sa part. Et la cité Apix aujourd'hui, toutes les cités du Sénégal devraient être comme celle-là. Mais si on a la chance d'avoir ça, croyez-moi, on ne va pas lâcher. Nous allons continuer ce combat, et en tant que résidents, nous avons le droit de nous opposer à toute forme d'agression qui vient de l'extérieur, quel que soit notre Fimoudjogé. Les résidents de la cité Apix dénoncent des intimidations avec la convocation de 4 membres du comité au tribunal ce jeudi. La direction Matam, où la sous-section du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social a organisé un sit-in pour réclamer le respect des accords signés en mai 2020. Les syndicalistes dénoncent également des affectations qu'ils jugent arbitraires d'agents du SUTSAS et menacent de paralyser le secteur si rien n'est fait. Plus de détails avec notre correspondant Amadou Oumar Diallo. Les blouses blanches de la sous-section SDT 3S de Matam ont fait face à la presse pour réclamer ce qu'elles appellent leurs droits.
Selon elle, une partie des accords de mai 2020 signés avec l'État n'ont pas été respectés. Au niveau du ministère de la Santé, depuis 2019, l'État n'a pas recruté dans la fonction publique. Vous le voyez ici, le moment où nous sommes ici dans la région de Matam, il y a beaucoup de camarades qui sont là. Il y a des infirmiers qui gèrent des postes de santé payés par les CDS. Par rapport aussi aux situations des contractuels, il y a beaucoup de camarades qui sont là, sont des conseils du ministère de la Santé depuis plus de 10 ans, 8 ans. Vraiment, nous demandons à l'État de les intégrer. Vous le savez, nous tous, avec la loi du finance rectificative 2022, avec une somme de 8 milliards reconduite en 2023, jusqu'au présent, nous sommes, il n'y a que 1,9 milliard qui est versé. Ça va, c'est cette augmentation qu'on doit augmenter les gens qui travaillent au niveau des hôpitaux, en même temps les contractuels du ministère de la Santé. Avec les augmentations, il n'y a que des fonctionnaires qui ont bénéficié de... En plus de ces revendications, les membres de la sous-section SDT 3S dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant des affectations arbitraires des agents de SUTSAS, en l'occurrence son secrétaire général Amadou Lamine Sanou, et menacent de boycotter les activités sanitaires de la région. Non, on est prêt à soutenir nos doyens Sanou parce que Sanou c'est un camarade syndicalisme, en même temps il fait partie de la région. Nous étant jeunes, nous trouvons Sanou ici dans la région, il fait un travail extraordinaire. Je crois qu'avec un problème, avec un directeur, ne peut pas être aussi, avoir le motif de l'affecter au niveau de Dakar. Je crois que la région de Matam a besoin de Sanou, la région de Matam a besoin de Youssou Diop. D'ici peu de temps, s'il n'y a pas de changement par rapport à la situation de Sanou, nous en tant que syndicalisme, fait partie du syndicat SD3S, nous faisons le boycott du programme PV de vaccination comme le faisaient nos camarades SIXAS dans la région de Matam. La sous-section SDT 3S de Matam compte passer à la vitesse supérieure si l'État ne réagit pas. Et vous devez sûrement le savoir, la pandémie de Covid-19 a fini d'édifier le monde sur la nécessité de mettre en place des politiques sanitaires de prévention. Eh bien, c'est tout le sens du programme de lutte contre la résistance aux antimicrobiens mis en place par l'État du Sénégal. Un atelier d'échange et de partage sur ce programme a été organisé à Thiès. Explication Isidore Alexandre Sen. Il s'agit d'un programme multisectoriel avec comme objectif d'asseoir une résistance antimicrobienne. Basé sur les résultats de cette enquête, nous avons élaboré ces stratégies. Une fois que la validation est faite, à partir de maintenant, des axes stratégiques, des cibles d'intervention auprès des communautés, auprès des éleveurs, auprès des décideurs. Pendant presque une semaine, un séminaire de concertation a réuni le comité technique de la résistance antimicrobienne à Thiès. Des discussions. La plateforme est donc dans la préparation et la prévention contre d'éventuelles pandémies. Vous savez, le rôle que les antimicrobiens ont joué dans les pandémies ou dans les interventions de crise d'origine sanitaire ou pas, infectieuse, les antibiotiques ont joué un rôle très important. Maintenant, avec plusieurs facteurs qui ont été discutés pendant très longtemps, nous risquons d'avoir une résistance à ces antimicrobiens. L'autre défi, c'est une large communication sur les comportements à tenir face aux menaces. Ainsi, des secteurs comme l'agriculture et l'élevage constituent la cible pour lutter contre les microbes. Donc, c'est une stratégie qui doit être encadrée et entourée d'un environnement favorable en termes de législation et de réglementaire, mais aussi un autre défi qui a été relevé dans cet atelier-là, dont le processus a commencé depuis très longtemps, c'est l'élaboration d'une stratégie sur la communication, sur la résistance antimicrobienne. Pour comprendre un peu quels sont les comportements, basés sur les résultats de cette enquête, nous avons élaboré ces stratégies. Une fois que la validation est faite, à partir de maintenant, des axes stratégiques, des cibles d'intervention auprès des communautés, auprès des éleveurs, auprès des décideurs. Pendant presque une semaine, un séminaire de concertation a réuni le comité technique de la résistance antimicrobienne à Thiès. Des discussions qui ont tourné sur les risques de maladies qui guettent les communautés, mais sur comment leur barrer la route. Après 3 ans d'absence de la scène musicale à cause d'une plaie à la corde vocale, Kumba Gawlo Seck dit se remettre petit à petit de sa maladie. La diva à la voix d'or espère d'ailleurs reprendre très bientôt sa carrière musicale. Elle a fait face à la presse hier, mardi, et c'était en présence de Mamadou Dia et Cheikh Tidiane Diouf. La voix de la cantatrice Kinelam se substitue au tapis rouge pour la diva Kumba Gawlo dès son entrée dans la salle. Face à la presse, l'émotion gagne sa voix dès l'entame de son propos introductif. Je rends grâce à Dieu. Elle est réconfortée par les acclamations de l'assistance. Près de 3 ans de retrait de la scène musicale, la Gawlo compte renouer avec le micro dans un futur proche.
Effectivement, j'envisage de reprendre mon métier que je considère que je n'ai jamais abandonné, puisque même étant malade à distance, je menais mes activités. Je faisais de sorte à rester en connexion avec mes fans, avec ma famille, avec mes proches. Donc je continuerai effectivement, puisque je ne sais faire que chanter, je suis né chanteur. Après 30 ans de carrière, une plaie à la corde vocale gauche avait obligé Coumba Gawlo à se retirer de la scène musicale pour des soins en Angleterre. En convalescence, la double disque d'or dit ressentir progressivement ses forces. Mais je rends grâce à Dieu, je rends beaucoup grâce à Dieu. J'ai réussi à m'en sortir, je continue mes traitements, je suis en convalescence et j'ai bon espoir que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Ce retrait pour des raisons de santé semble également une aubaine pour la Gawlo de se consacrer à des cours de piano, l'apprentissage de l'anglais, l'écriture de nouvelles chansons et un pèlerinage à la Mecque. Violence faite aux femmes à Louga, elles ont créé l'association Jigenrek pour promouvoir les droits de la femme. Elles comptent organiser une campagne de sensibilisation et enquêter sur la notion de genre dans l'immigration irrégulière. Sekou Diallo et Kharacham. Jigenrek est une association mise en place par les Lougatoises et c'est pour faire face à toute forme de violence faite aux femmes. Depuis 2 ans, nous avons mis en place pas mal d'activités allant dans le sens des ateliers, des formations sur le leadership féminin, sur le développement personnel, sur les droits des femmes. Et aujourd'hui, nous lançons un nouveau projet qui s'appelle Voisines de Rive avec la Fédération des femmes Arena et Lori Silva, qui est à Tenerife, aux Canaries, donc c'est sous le financement du gouvernement espagnol. Et c'est un projet qui est là pour apporter son soutien à l'association, pour que l'association puisse mener des activités sur le terrain. Pour atteindre son objectif, elle signe une convention avec une association espagnole. Ce qu'on cherche à mettre en place, c'est un espace safe, un espace où les femmes peuvent venir parler de leurs problèmes, se confier, sans pour autant être jugées, sans pour autant être taxée de quoi que ce soit, qu'elle soit accompagnée, accompagnée dans le cadre juridique, dans le cadre psychologique, sociologique. Tout ça là, c'est inclus dans ce projet qu'on est en train de développer qui s'appelle Voisines de Rive et qu'on fait donc avec la Fédération des femmes Arena et Lori Silva des Canaries et sous le financement du gouvernement espagnol. Des activités allant dans le sens de sensibiliser les femmes sont prévues durant toute l'année. La prochaine étape la plus proche, ça sera une journée qui sera organisée au niveau de la maison d'arrêt pour femmes de Louga. Donc on a décidé d'aller voir ces femmes-là, de discuter avec elles, de passer une journée avec elles, de parler de réinsertion sociale, de faire des soins, de leur faire un don en matériel hygiénique. Ça, c'est la prochaine étape la plus proche. Et donc, par la suite, former les Badjanogor et les relais communautaires. L'association Jigenrek existe depuis 2020, mais confrontée à d'énormes difficultés liées au financement pour avoir un local. Et avec l'arrivée des Espagnols, la situation sera réglée dans un bref délai. Zéro déchet plastique au Sénégal, c'est l'objectif des sociétés minières Endeavour Mining et Sabadola Gold Operation. Et pour le matérialiser, elles ont initié un nettoyage de la baie de Han. Tous les objets plastiques ramassés seront recyclés et vendus. Écoutons à ce propos les explications du directeur général de Sabadola Gold Operation. Il est au micro de Katifay. Au-delà de ce qu'on fait ici ponctuellement au niveau de la baie de Han, dans le cadre de l'escale du navire Plastique Odyssée avec lequel on est en partenariat pour lutter contre les déchets plastiques, sensibiliser les populations, délivrer un message, montrer combien notre planète et nos océans, surtout nos océans, sont menacés. Au niveau de nos bureaux, au niveau de nos sites, nous déjà, on a banni l'usage des bouteilles en plastique. Mais les déchets plastiques, on peut les récupérer. À Sabadola, nous, on fait des briques en plastique. Ça peut être utilisé comme des briques, des matériaux de construction ou bien des tableaux d'art. Il y a beaucoup d'usages. Et d'ailleurs, le bateau, il y a un laboratoire qui est dans ce bateau-là pour montrer. On a amené d'ailleurs des jeunes entrepreneurs, s'ils ont des idées, comment le faire. Et ceux qui ont des idées qui sont plus pertinentes, qui peuvent être mises en œuvre, seront d'ailleurs récompensés.
Hors de nos frontières, élection présidentielle au Nigeria. Après 4 jours de décompte des voix, on connaît maintenant le successeur de Muhammadu Buhari. Il s'agit de Bola Tinubu, candidat de l'APC, parti au pouvoir. Le portrait de l'homme qui présidera pour les 4 prochaines années aux destinées du Nigeria est signé Yann Dambatine. Le parrain, le faiseur de roi, le boss, les surnoms foisonnent pour désigner le successeur de Muhammadu Buhari, candidat du parti au pouvoir, déclaré vainqueur du scrutin du 25 février dernier au Nigeria. Selon les résultats proclamés par l'instance électorale, l'ancien gouverneur de Lagos remporte le scrutin uninominal à un seul tour en devançant Atiku Abubakar et Peter Obi. Ce richissime homme d'affaires musulman qui a dû fuir son pays durant la dictature des années 90 a gravé tous les échelons politiques. Une ascension jalonné d'accusations de corruption sans aucune condamnation. Sa fortune, dont la source et le montant exact sont inconnus, fait beaucoup fantasmer. Ne se départissant pas de son chapeau traditionnel Yoruba, l'ancien sénateur et candidat de l'APC a gardé une influence considérable dans sa région natale du sud-ouest du Nigeria. Son profil met fin à une règle tacite qui voudrait une rotation entre musulmans nordistes et chrétiens sudistes à la tête de l'État, en succédant à un autre musulman, Buhari, élu en 2015. Oscillant entre rupture et continuité, la candidature de Tinubu était fragilisée par le bilan jugé décevant du président sortant. Sa stratégie, mettre en avant ses succès à Lagos en tant que gouverneur, s'attribuant la transformation spectaculaire de la capitale économique durant ses mandats marqués par l'afflux important de capitaux étrangers. Pendant les 4 prochaines années, Bola présidera aux destinées de plus de 200 millions de Nigérians, son pays étant la première démographie et la première économie du continent. Ce soir, la rédaction vous fait découvrir une pratique culturelle ancienne du Foladou, le Fekendo. Il s'agit d'une cérémonie organisée la veille de la sortie d'isolement des initiés après leur circoncision. Elle symbolise leur guérison, mais également leur maturité, richesse culturelle exceptionnelle. Dans le Foladou, le Fekendo a été vidé de sa substance au fil des années. Explication Seydou Diatta. Le Fanikendo est une vieille tradition qui a traversé plusieurs siècles et transmise de génération en génération dans beaucoup de communautés au sud du pays. Il annonce à la fois la guérison des circoncis plusieurs semaines après l'opération chirurgicale et le retour en famille. Le Fanikendo est un rituel de Juju, généralement pour préparer la fête des enfants qui sont retirés de leur famille, de leur milieu naturel, pour aller dans la case de l'homme. Il est important d'organiser un Fanikendo autour du tam-tam, au son du djamgodon, pour danser toute nue, une manière pour marquer leur bonheur. Cette étape qui marque également la fin de l'insouciance et le début de la sagesse chez l'enfant est précédée par plusieurs rites et initiations ponctuées par des chants d'une simplicité déconcertante mais riche en enseignements. Les chansons que vous entendez, ce sont des leçons de morale de haute portée. Comment il faut se comporter dans la société, mais à travers la chanson. Mais aussi, nous avons une séance de passing, c'est-à-dire des signes et des paraboles. Une calebasse que l'on met là, et à travers maintenant des signes qu'on te donne, c'est à toi de pouvoir les décrypter. Quand tu les décryptes, c'est ce qui te permettra de pouvoir comprendre le langage des adultes. Et ça, toute personne qui n'est pas initiée ne peut comprendre ce qui se dit. C'est dans la case de l'homme que l'enfant entame véritablement le processus de sociabilisation et de maîtrise des règles qui régissent la vie en communauté. Et cela doit apparaître dans ses faits et gestes de son retour en famille. C'est des frères de sang, parce qu'ils ont partagé des moments très difficiles, des moments de douleur ensemble. Quand il y a une faute commise par un enfant,
c'est tout le monde qui paye. Ça annonce véritablement que ces enfants sont devenus de véritables hommes sur qui on pourrait compter. L'enfant qui est formé un mois durant vient avec des aptitudes. Mais avant cette dernière nuit, dans la case de l'homme, les pronostics sanitaires et sécuritaires des initiés engagent la responsabilité d'Ongaman et d'Onkuyamansa. Le premier cité en ce qui concerne l'acte chirurgical et le second chargé de conjurer le mal et assurer la protection des enfants contre les forces du mal. Nous sommes les protecteurs et gardiens de la case de l'homme et c'est une lourde responsabilité car ce n'est pas facile. Si les enfants se retirent dans la case de l'homme, ils sont tentés par en tout cas de mauvais esprits qui rôdent autour d'eux dans le but véritablement d'écourter leur vie. C'est ce qui justifie la sortie du Kankura. Pour circoncire, c'est les forgerons. Mais notre forêt, notre environnement a été dégradé, qui fait que les matières premières qui étaient utilisées pour soigner les circoncis afin qu'ils guérissent rapidement, ces matières ont presque été dévastées complètement, au point que nous avons intérêt aujourd'hui de les amener à l'hôpital. Les Occidentaux nous ont brandi la menace du tétanos pour nous contraindre à circoncire nos enfants à l'hôpital, alors qu'à l'époque, un seul couteau pour assurer l'acte chirurgical à plusieurs dizaines d'enfants sans risque. Cette ambiance à la veille de la sortie des circoncis appelés Fanekendo symbolise la célébration de la victoire sur les forces du mal et le retour des enfants sains et saufs auprès des siens. Merci Seydou Diatta, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.